On se donne encore 30 secondes ou c'est parti? C'est vous que vous avez des... On y va? Bah écoutez, c'est 18 heures, donc on va démarrer la réunion. Je vous remercie d'être donc venu à la salle des fêtes pour cette réunion d'information et d'échange avec la population. Nous sommes les élus de la majorité là pour répondre à toutes vos séries de questions. Cette réunion, s'il vous plaît, Anaïs, voilà, ça me perturbe si on parle à côté, le niveau concentration. Cette réunion, elle va se décomposer en 3 parties. Une première où je vais exposer un petit peu la situation financière de la commune, mais assez rapidement. Mais je pense que c'était bon de l'aborder puisque nous venons de voter le budget. Ensuite, de vous parler des gros dossiers d'aménagement prévus cette année de réalisation en 2025. Et enfin et surtout, on la souhaite comme aussi un échange avec vous sur des questions que vous pourrez nous poser et vous aurez les réponses en direct, soit des élus dans le cadre de leur délégation, soit de moi-même. L'idée étant, comme vous en avez pris maintenant l'habitude avec moi, de ne pas monopoliser la conversation, que ce soit vous qui aussi ayez la parole. Et je pense qu'il est mieux de se parler dans une salle de visu plutôt que d'échanger par des Facebook, commentaires ou autres qui sont parfois virulents et qui sont la plupart du temps d'ailleurs faux, ou en tout cas qui ne sont pas forcément vérifiés. Mais bon, malheureusement, on sait dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui que les fake news, c'est quand même monnaie courante. Donc, il y a une trentaine de slides et j'en suis désolé, je vais essayer de faire rapidement. Le budget de 2025, c'est un budget quand même assez exceptionnel puisque c'est un budget inédit dans la mesure où il est bien évidemment voté en équilibre et que la section de fonctionnement s'élève à un peu plus de 6 millions d'euros. Quant à la section d'investissement, c'est là où c'est exceptionnel, elle s'élève à 6,8 millions d'euros. Donc ça veut dire que la section de fonctionnement, généralement, on l'exécute à peu près à 90%. Et la section d'investissement, on peut considérer qu'elle sera réalisée autour de 50-60%, parce que vous savez qu'il y a les marchés publics, que ce n'est pas toujours évident, qu'il faut attendre pas mal d'autorisations. Mais ça veut dire que la mairie de Barbantane, dans 2025, elle va quand même injecter de l'ordre de 10 millions d'euros dans l'économie locale, ce qui est quand même pas rien. Et heureusement, je dirais que nous sommes là pour faire en sorte que notre village continue à fonctionner et qu'on puisse aussi réhabiliter et créer de nouvelles choses, ce qui est important. C'est un budget dont on peut être largement satisfait dans la mesure où on a un excédent global de fonctionnement de 869 000 euros. Alors excusez-moi, je ne vois pas les slides. J'espère qu'ils suivent à côté, mais je pense que Laurent entend bien. Vous allez voir un petit schéma, là, budget 2025, dépenses-recettes. Ça, c'est fondamental. Et en fait, je peux comprendre que pour une personne, un citoyen, ce ne soit pas aisé de comprendre budgétairement un budget communal. Mais c'est simple, c'est comme une famille. Vous avez des dépenses de fonctionnement, vous avez des recettes de fonctionnement. En clair, les recettes de fonctionnement, c'est votre salaire, par exemple. Les dépenses, c'est ce que vous consacrez au loyer, à l'électricité, à la voiture, à toute une série de choses. Et donc, bien évidemment, l'objectif, c'est que les recettes l'emportent sur les dépenses et que du coup, on crée une épargne, cette fameuse épargne brute. Et cette épargne brute, c'est un petit peu les économies de la famille qui nous permettent ensuite de pouvoir investir sans avoir forcément recours à l'emprunt. Donc l'épargne brute, c'est une variable qui est quand même fondamentale dans la gestion communale, puisque au plus on en a, au mieux on se porte, au plus on peut investir, au moins on a recours à l'emprunt. D'accord ? Donc, les dépenses, on va les feuilleter rapidement. Bien sûr, on commence par les recettes. Si vous voyez sur les 5,7 millions que nous comptons de recettes de fonctionnement cette année, on voit que les impôts et taxes, c'est aux alentours de 69%, qu'ensuite on a les produits des services pour 8,1%, et les dotations, notamment de l'État, pour 21,3%. Donc c'est la fameuse DGF, c'est des remboursements de rémunération. Vous avez les intitulés en dessous avec les astérisques pour que vous puissiez comprendre. Donc ça, c'est ce qui nous fait les ressources financières de la commune annuellement. Et grâce à l'ensemble de ces ressources, on arrive à un montant total de 5,7 millions d'euros.
de recettes de fonctionnement. Donc, par rapport à ces recettes de fonctionnement, il y a des dépenses. Les dépenses les plus importantes, c'est les dépenses de personnel, puisque nous sommes à 55,3% de dépenses de personnel sur le budget. C'est conforme aux moyennes nationales, régionales, départementales. On n'a pas plus de dépenses pour le personnel à Barbantane qu'ailleurs. On n'en a pas moins non plus. On est dans la moyenne. Je tiens quand même à dire une chose qui est importante, c'est qu'on est dans la moyenne, mais on n'a rien externalisé. On n'a rien concédé au privé. La crèche, on l'a municipalisée. Par exemple, la restauration municipale, elle est aussi en régie. Nous faisons tout en régie directe. Nous faisons tout grâce aux agents qui travaillent à la mairie de Barbantane. On peut avoir des communes qui ont 48, 49, 50% de dépenses de personnel, mais elles peuvent aussi avoir concédé à des prestataires de services l'exécution d'un certain nombre de choses. Donc, non seulement nous, on est dans la moyenne, mais en plus, on fait tout nous-mêmes. D'accord ? Ça, c'est important que vous le sachiez aussi. Et ensuite, on a les fameuses charges à caractère général, les 23%. Donc, ces charges à caractère général, c'est le 0,11, c'est ce qui permet à la commune de fonctionner. Ça va être l'achat du carburant pour les véhicules, ça va être l'électricité de l'éclairage public, ça va être toute une série de choses qui nous servent à fonctionner. D'accord ? Sur la section d'investissement, de la même façon qu'on a eu un excédent de fonctionnement de 890 000 € l'an dernier, qu'on va pouvoir réinjecter sur le budget 2025 en recettes d'investissement, on a eu aussi un léger excédent d'investissement l'an dernier, qui est de 66 000 € et qu'on va pouvoir réinjecter en recettes d'investissement. Donc, sur le budget d'investissement, vous avez, et c'est important, 4 types de recettes importantes. L'autofinancement, c'est-à-dire ce que nous dégageons sur nos marges propres dans le fonctionnement et qu'on réinjecte sur l'investissement. Les subventions, donc là vous voyez qu'on a pour 2 245 000 € de subventions. Alors entendons-nous bien, on est soumis à des règles très strictes de la part de l'État et de la Chambre régionale des comptes. Et les subventions qu'on a inscrites, ce n'est pas des subventions demandées, c'est des subventions obtenues. Donc ça vaut quand même, ça veut dire que c'est du sûr. D'accord ? On a les notifications des subventions. Et là, bien évidemment, et on va l'expliquer pourquoi, on a un recours à l'emprunt cette année qui est prévu pour 1 298 000 €. 1,2 million pour ce on va parler du contrat départemental de transition écologique. Et le reste, les 96 000 €, c'est des remboursements d'avance pour le PIDAF. Ça fait partie des choses qu'on a eu à gérer suite aux incendies de 2022. C'est toutes les dépenses qu'on a eues suite au feu. Et ça nous a valu des dépenses aussi supplémentaires. Mais c'est pour ça qu'on y consacre un petit peu d'emprunt cette année. Et puis, nous avons les autres ressources. Le FCTVA. Le FCTVA, c'est quoi ? C'est le remboursement par l'État des dépenses d'investissement. On paye la TVA, il nous rembourse. Mais il ne nous rembourse pas à la hauteur de la TVA. L'État prend un peu d'argent sur les collectivités locales. On est remboursé autour de 16%, 15,5%, alors que la TVA est à 20%. Mais bon, c'est l'État. Donc, si on regarde sur la section d'investissement la synthèse des recettes, on voit qu'on a à peu près pour la moitié, c'est des subventions, 44% des dotations des fonds divers et l'emprunt pour 8%. C'est déjà aussi pour expliquer que le recours à l'emprunt n'est pas massif et tolérable. On dira qu'il est aussi homéopathique et on va voir tout à l'heure qu'on a bien évidemment cette capacité de recours à l'emprunt. Pour les dépenses d'investissement, on retrouve donc principalement, alors voilà, c'est des termes un peu ingrats, je suis désolé, les immobilisations corporelles, les immobilisations en cours et le remboursement des emprunts. Bon, incorporel, ça veut dire quoi ? C'est les études, c'est tout ce qui va pas forcément être suivi d'une réalisation. Par contre, les immobilisations corporelles, c'est tout ce qui va donner lieu à des travaux, le réaménagement de la place du marché, la construction de la crèche, qui va donner lieu à une réalisation. Donc on se rend compte que sur l'ensemble de nos dépenses d'investissement,
75%, ça va donner lieu à des travaux. Ça aussi, c'est important. Que 13% va au remboursement de la dette, du capital de la dette, mais de la dette que la commune a contractée dans son histoire. D'accord ? Et ensuite, 11% d'immobilisation corporelle. Je vais pas, enfin, on pourrait faire un inventaire à la Prévert de tout ce qui est prévu au budget 2020. Bon, rapidement, la réalisation de la place du marché, de la nouvelle crèche, des cheminements doux, et on y reviendra aussi, des investissements importants pour le renouvellement de l'éclairage public, des travaux de voirie, notamment en rez-de-chaussée, le travaux d'enfouissement du chemin de la Fontaine, on pourra y revenir si vous le souhaitez, l'aménagement de la place au monument aux morts, la désimperméabilisation et la végétalisation des cours du groupe scolaire des Moulins, la participation de la commune, on va y revenir pour la connexion du réseau d'eau potable à celui de Rognona et pour le surdimensionnement des canalisations, pour répondre aux besoins de la défense contre l'incendie, des investissements sur la salle des fêtes en matière d'étanchéité et de chauffage, la poursuite du renouvellement des parcs des véhicules services techniques, les travaux de l'ancienne perception PM pour l'accueil d'une activité commerciale, des travaux de reprise de concession et de mise aux normes dans le cimetière, la poursuite des investissements réguliers en matière de vidéoprotection, d'équipements pour le centre de loisirs, la signalisation horizontale et verticale, le renouvellement des plaques de rue, la participation à l'amélioration du réseau pluvial urbain, l'aménagement du site des Conques. Enfin, le site des Conques, c'est là où on a planté les 7000 arbres. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez éclectique et que les besoins sur la commune sont particulièrement importants et qu'on essaye d'y faire face et de répondre à chacun dans le respect de nos capacités financières. Quand on regarde le mode de financement des investissements, vous voyez que depuis 2022, en gros, en jaune, vous avez l'autofinancement net, l'épargne, ce qu'on a réussi à gagner sur notre fonctionnement. C'est l'excédent net de fonctionnement capitalisé. Ça revient au même. Autofinancement net et excédent net de fonctionnement capitalisé, c'est une forme d'autofinancement. En bleu, vous avez les recettes d'investissement. Et enfin, en orange, vous avez les emprunts. Donc vous voyez qu'on avait prévu et vous voyez les effets du Covid et vous voyez les effets de l'incendie de 2022 qui nous ont quand même passablement demandé énormément d'énergie. Et du coup, on a vu un ralentissement dans la politique d'investissement de la commune. Et on voit que depuis 2024, on a une enveloppe qui grossit et qui est quand même importante. Et d'ailleurs, ça va se voir sur le village. Si on parle de capacité de désendettement de la collectivité, là aussi, on a de quoi être rassurant. Alors 0 à 5, c'est en année, d'ailleurs c'est précisé, c'est très bien. Aujourd'hui, là, en 2024, au 31 décembre, la commune aurait 4 ans pour rembourser intégralement sa dette, ce qui est un délai très court et qui est un délai et un ratio qui est très, très, très satisfaisant pour une commune, une collectivité locale. Le seuil d'alerte par l'État, il est fixé à 12 ans. Donc vous voyez que nous, on n'a que 4 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où on peut affirmer tranquillement que la commune est pas du tout surendettée, pas du tout endettée. Elle est endettée d'une façon très légère. En 2025, avec l'emprunt qu'on prévoit, et on va y revenir, on passera de 4 à 5, mais enfin, ça ne sera pas le feu au lac. On aura de quoi largement rembourser et on sera toujours dans une situation largement satisfaisante. Si on regarde un peu sur le temps long, depuis 2008, parce que c'est bien aussi de faire le lien avec l'histoire, puis il faut savoir aussi que même si on est aux affaires depuis 2018, on a aussi hérité d'une situation de nos prédécesseurs. Donc, quand vous voyez un cours commune par habitant en rouge et un cours de la strate par habitant, vous voyez l'évolution de la dette de Barbantane depuis 2008. Donc, on se rend compte qu'on est de toute manière en dessous des strates des communes, de la moyenne des communes de même strate, largement, et qu'on n'a pas arrêté de descendre, et ça a été d'ailleurs une volonté depuis 2018, de manière précisément à nous permettre d'avoir ces capacités d'emprunt pour pouvoir financer le contrat départemental et les gros travaux dont on va parler tout à l'heure.
je poursuis. Là, vous avez la situation des emprunts qui ont été souscrits par la ville de Barbantane depuis 25 ans, ce qui, voilà, là non plus, vous voyez qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Vous voyez que le montant est relativement faible. Il y a un gros montant en 2010, les 2,6 millions, c'est pour le groupe scolaire Les Moulins. Et on voit aussi qu'il y en a qui ont été intégralement remboursés depuis, celui de 2001, celui de 2016, et qu'on a donc un encours de la dette qui est relativement faible. Et voilà, ça c'est en toute transparence. Si on regarde la fiscalité maintenant, et qu'on fasse aussi sur le temps long, on se rend compte que vous avez en orange le taux moyen de la taxe foncière pour les communes de même strate. Alors bon, excusez-moi, il y a 35 000 communes en France, et les strates, c'est le classement, la catégorie des communes par le nombre d'habitants. Donc nous, on est dans la strate 3500, 5000, je crois. 3500, 5000 habitants. Donc on a toujours été Barbantane en dessous. On a monté. Pourquoi ce pic en 2020 par rapport à 2021? Mais en fait, c'est simple. Souvenez-vous, dispositif Macron, on supprime la taxe d'habitation et du coup, on avait la part départementale du foncier qui est venue sur la part communale. Donc, on a eu une augmentation artificielle, mais en fait, pour le contribuable, c'était la même chose, sauf qu'avant, il payait pour la commune et les départements, et à partir de 2021, il a payé que pour la commune, le taux de la commune et le taux du département. Et le surplus que les communes ont gagné grâce au fait qu'elles ont récupéré le taux du département est venu compenser le fait qu'on n'avait plus de taxe d'habitation. Voilà, c'était un peu technique, mais voilà. Donc vous voyez que nous avons eu aussi, et il faut le dire, moi je n'ai pas peur d'assumer, entre 2020 et 2023, une augmentation de la fiscalité qui s'est expliquée, on a eu le temps de le dire, à plusieurs reprises. On n'a quand même pas eu de chance. Élection en 2020, Covid 2020, 2021, guerre en Ukraine, ou 2022, et 2022, incendie de la Montagnette. On a eu quand même à faire face à des situations passablement exceptionnelles, avec des coûts qui ont été quand même largement supérieurs. Et pour permettre précisément d'équilibrer le budget et de bénéficier, de continuer cet autofinancement qui nous permet d'investir pour la commune, on a fait le choix d'augmenter les taux pour pouvoir réaliser tous les investissements. Et Dieu sait que les Barbantaniens nous en demandent. Mais il faut savoir aussi raison garder et être à la fois en capacité de pouvoir investir sans pour autant avoir les yeux plus gros que le ventre. Sur le fameux contrat départemental de transition écologique, qui est quand même la bonne nouvelle de l'année dernière, puisqu'il a été signé en octobre 2024, on a obtenu du département des Bouches-du-Rhône un contrat départemental dont le coût total s'élève à 7 millions d'euros et qui se compose en gros de 3 gros morceaux. Et ces 7 millions d'euros, je crois que c'est un hors-taxe, hein, je ne sais plus si tu... Bon, c'est 50% du département, d'accord? Donc c'est 3,5 millions de recettes de subvention du département. Il y a, et on va le voir, la réalisation de la crèche, la réhabilitation de la place du marché, mais on va voir que ça dépasse largement le place du marché, et ce qu'on a appelé les cheminements, mais c'est la requalification d'un certain nombre d'entrées de ville. Donc si on prend la place du marché, et vous voyez qu'on a rajouté les abords de la salle des fêtes et la requalification du RD35. Donc on est sur un montant total de travaux de 2 800 000 euros hors taxe, avec le financement qui apparaît sous vos yeux. Bon, étant entendu que vous avez vu que la réunion est filmée et que tous ces éléments, vous pourrez bien évidemment les récupérer si vous le souhaitez, ou voire même qu'on pourra aussi, peut-être, je ne sais pas, mettre ces documents sur le site internet pour que vous puissiez les analyser si vous le souhaitez. Donc là, on est sur, on part du Pied-Tanquet, on va jusqu'à la chapelle Notre-Dame de l'Observance, on requalifie toute la voie, le CD35, on fait tout le réaménagement de la place du marché, on fait l'aménagement de la voie de la salle des fêtes et du parvis devant la salle des fêtes. On règle tout le problème de stationnement qu'il y a le long des commerces, l'ancien jardin des Alpilles, la presse, etc.
et on fait quelque chose avec des cheminements doux, sécurisés, où on n'aura plus de voitures qui vont faire une marche arrière pour sortir sur une route départementale. Enfin, il n'y a qu'à Barbantane que je vois ça. Et où on va sécuriser la vitesse et on va sécuriser les déplacements. Ces travaux vont démarrer en juillet 2025. Ils sont prévus pour une durée de 8 mois. Pour être précis, les 8 mois, ça sera la place du marché et les abords de la salle des fêtes. Après, ils continueront. On ne travaillera pas encore sur la partie pied-tanquée, ni sur la partie vers la route du Daim, l'ancienne route de Boulbon, mais ça se fera dans le prolongement. Après, vous avez un autre gros morceau qui est l'aménagement des entrées de ville. Donc là, vous voyez les arènes, vous vous positionnez, on n'est pas loin du lotissement du château. Vous voyez qu'on a une haie végétale qui va sortir avec des pistes pour les vélos et un aménagement. Vous voyez aussi qu'il va y avoir de la végétalisation de l'autre côté, côté arène. L'idée, c'est quand même de faire de cette voie un boulevard urbain, quelque chose d'aménagé, de joli, d'agréable, qui soit un peu une carte de visite pour Barbantane. Malheureusement, les gens souvent passent, mais ne montent plus. On sait que le village est beau, et l'idée, c'est de l'enjoliver et de l'embellir. Donc là, on a pour 1 900 000 € de travaux hors taxe, mais pas seulement sur cette partie-là. On a aussi la partie qui sera sur la route d'Avignon. Bon, là, on ne l'a pas matérialisé, mais la partie sur la route d'Avignon, ça partira du feu rouge de Ré-Chaussier et ça ira jusqu'à Intermarché. Et l'idée aussi, c'est d'apaiser les circulations, d'avoir la possibilité qu'en vélo, on puisse aller d'Intermarché jusqu'à la place de la Fontaine en toute sécurité et qu'on ait de l'éclairage public là-bas aussi. On parle aussi de l'enfouissement des réseaux, on parle de la révision, enfin de la rénovation de tous les circuits d'eau potable, d'assainissement, de pluvial. Voilà. Et enfin, comme autre gros morceau, vous avez sous vos yeux, vous pouvez pour vous faire une idée de la nouvelle crèche qui va être construite à côté de l'actuelle pour un montant de 2,3 millions. Donc vous voyez qu'en fait la commune sur 2,3 millions va consacrer que 444 000 € de travaux, enfin de financement sur la crèche. Le reste étant des financements, alors État, établissements nationaux, c'est la CNAF, hein, c'est la Caisse nationale des affaires familiales. On a le conseil départemental. On récupère le CTVA, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc du coup, le coût pour la commune sera de 444 000 €. C'est des investissements structurants pour le village, je pense, qui vont continuer à l'embellir. Et voilà, l'idée, vous avez compris, c'est que petit à petit, pièce après pièce, puzzle par puzzle, on aménage, on fasse de la qualité, on fasse quelque chose de joli. On a eu l'aménagement de la ramière il y a quelques temps, on a eu la piétonisation le long du château. Demain, on va avoir la place du marché, le CD35, à côté du lotissement du château, la route d'Avignon. Et petit à petit, cas par cas, tranquillement, on est en train de faire en sorte d'avoir des aménagements qu'on espère adaptés, agréables et qui vont aussi, encore, si c'était possible, améliorer la qualité de vie de notre village. Pour finir, excusez-moi si je suis long, mais j'espère être assez synthétique. On a aussi, outre les 3 gros morceaux dont je viens de vous parler du contrat départemental, la réalisation de l'aménagement du chemin de Ré-Chaussier, dont les travaux vont démarrer au mois de juin 2025. Pareil, on a 390 000 € de travaux. Alors là, on est hors contrat départemental, hein, d'accord ? Et là, on a des subventions de l'État, de la région, du département, et vous voyez que pour 390 000 € de travaux, la commune ne va mettre que 68 000 €. On est allé chercher l'argent. Vous dites-vous qu'à Ré-Chaussier, ça va être à peu près la même chose qu'à la Ramière. C'est presque un copier-coller. L'idée, c'est de ralentir la vitesse, c'est de faire supprimer les fils électriques qui pendouillent dans le ciel alors qu'on a de beaux paysages. C'est de reprendre l'eau et l'assainissement. On avait des réseaux qui étaient amiantés et qui n'avaient pas été touchés depuis 30 ou 40 ans. C'est vraiment de faire une opération où on prend tout de A à Z
Et on n'a pas à y revenir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà. Donc ça sera sur les chaussiers. On y vient, puisque on a beaucoup de critiques, en tout cas de demandes de la part de Barbantanais sur la problématique de l'éclairage public. Donc la commune a déjà mis beaucoup d'argent sur l'éclairage public, puisqu'on met à peu près chaque année 90 000 € hors taxe de remplacement. On a un bureau d'études qui a travaillé avec nous. Au jour d'aujourd'hui, sur Barbantane, on a 626 points lumineux. Si on vous pose des questions un samedi soir, un quiz sur Barbantane, dites-vous qu'il y a 625 000 points lumineux à Barbantane. Il y a 85% des points lumineux qui sont à changer à court ou à moyen terme, parce que c'est le diagnostic qui a été réalisé. Et il y a 51% des lampes qui sont à remplacer rapidement. Alors, je ne veux pas polémiquer, je ne vais pas dire c'est la faute des autres, de ceux qui étaient avant nous, etc. Mais en fait, on a hérité d'une situation où quand je vois qu'à Rognona, il arrive par ordinateur à éteindre la lumière sur un lampadaire sur 2, alors que nous, on n'est même pas en capacité aujourd'hui de pouvoir régler l'éclairage public par des raisons, enfin, d'une façon numérique, on est vraiment en retard par rapport à cet éclairage public. Et je peux comprendre que les gens se plaignent et soient pas contents. Sauf que j'ai pas une baguette magique, j'ai pas une planche à billets, et que ce rapport nous informe, par exemple, qu'il y en a à peu près pour 900 000 € pour tout reprendre. D'accord ? Donc, on est en train d'y travailler, d'y réfléchir sur un plan pluriannuel de 3 ans où on consacrerait, mais pas en 2025, le 900 000 € sur 3 ans, où on ferait un emprunt. Et maintenant, comment ils s'appellent ces emprunts Interacting. Voilà. C'est quoi ces emprunts interacting ? Vous empruntez et en fait, les économies que vous réalisez sur les économies d'énergie vous payent l'intérêt d'emprunt. Donc, l'emprunt ne vous coûte rien. Vous voyez ? Et on va essayer peut-être de faire ça de manière à ce que dans les 3 ans, on renouvelle l'intégralité de l'éclairage public sur le village et que tout le monde soit content, qu'on ait des LED, parce qu'on a 90% de notre parc qui n'est pas en LED, d'accord ? Et que petit à petit, on arrive à améliorer la situation. Voilà, j'ai fait cette petite parenthèse parce qu'elle me paraissait importante. Ensuite, on a un gros morceau aussi qui est intéressant, notamment pour les enfants, les enseignants, les personnels des écoles, c'est la désimperméabilisation et la végétalisation du groupe scolaire Les Moulins, bon, qui coûtera 479 000 €, et donc vous voyez que la commune ne consacrera à la fin que 96 000 €. Là encore, on ne va pas épiloguer sur fallait-il construire le groupe scolaire sur la montagnette ou pas. Mais en tout cas, l'idée de l'architecte, c'était de dire on le met à la montagnette, les enfants seront bien parce qu'ils seront sous les pins. Le problème, c'est que quand il y a eu le chantier, tous les pins sont tombés. Donc, ils se sont retrouvés en plein cagnard, comme on dit chez nous. Donc, du coup, maintenant, il faut trouver une solution. Donc, on la trouve en désimperméabilisant et on espère bien que dans les mois à venir, les enfants et les enseignants ne souffriront pas trop d'un excès de chaleur à partir du mois de mai. Enfin, je vois quelqu'un dans la salle qui connaît bien le problème puisqu'elle y travaille. Pour finir, un point qui m'est très important, parce que, ok, vous avez vu, on a parlé du budget communal, mais il se fait aussi des investissements importants, structurants sur le village qui ne dépendent pas de la ville de Barbantane, qui dépendent notamment de Terre de Provence Agglomération, notre intercommunalité, et notamment de la Régie des eaux. Et la Régie des eaux, et ça a été aussi une volonté politique de notre part, ça a été vraiment de travailler sur tout ce qui est réseau, parce que c'est vrai que politiquement, ça ne se voit pas. C'est vrai que ça coûte cher, mais à force de ne rien faire, on avait des états de réseau qui étaient quand même passablement dégradés. Donc à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes, et il faut reprendre l'eau, l'assainissement, etc. Donc il y a eu 1,3 million hors taxes qui ont été consacrés sur les 4 dernières années sur l'eau et l'assainissement à Barbantane. Et surtout, ce dont je suis le plus fier, c'est le slide actuel. Alors on dirait
quelque chose de figuratif, mais c'est la fameuse connexion d'eau potable entre Rognona et Barbantane. Vous savez qu'à cause des incendies, et vous l'avez bien vécu, on l'a tous vécu, on n'avait plus d'eau potable parce que les pompiers prenaient toute l'eau. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivera plus, jamais. Aujourd'hui, on avait un forage qui est à Bassette, qui a largement dysfonctionné puisqu'il n'était pas suffisamment important pour pouvoir honorer tous les besoins en eau des pompiers et de la population. Là, on va faire une connexion entre Rognona et Barbantane, si bien qu'on aura de la connexion en eau potable à volonté, feu ou pas feu. Rognona est lui-même raccordé à Avignon, ça sera de la solidarité intercommunale. S'il y a une commune qui est dans l'embarras, l'autre viendra l'aider, et ainsi de suite. Donc sur ces 2,3 millions d'euros, avec des travaux qui vont démarrer au second semestre, au mois de septembre, vous voyez que la commune participera qu'à hauteur de 230 000 euros. Et encore, pour ceux qui connaissent un peu, parce qu'on est compétent en matière de défense contre l'incendie, parce que l'eau étant transférée sur Terre de Provence et la Régie des eaux, normalement c'est à la Régie des eaux de financer. On va avoir le déploiement de la télérelève des compteurs d'eau potable. Donc c'est quoi? Ça veut dire que les gens ne viendront plus chez vous pour vérifier votre compteur, ça se fera automatiquement. Et vous paierez en fonction de ce que vous avez consommé et non pas d'un estimatif. Ça c'est important aussi. Okay, et après je passe sur les deux derniers slides qui sont relatifs aussi à des travaux de réseau d'eau et d'assainissement. Mais on se rend bien compte que je parlais tout en préliminaire de 10 millions d'euros injectés par la commune sur 2025 sur le village. On y rajoute les 2,5 millions d'euros d'eau potable, enfin de canalisation. On peut remercier aussi les récents propriétaires de l'église Notre-Dame de l'Observance qui ont tout requalifié. Notre-Dame de l'Observance, ça n'a pas coûté 1 euro à la commune, mais on a quelque chose maintenant de magnifique et de très joli. On a pas mal d'investissements, on a fait chez pas mal de choses. Et voilà, donc il nous paraissait important de pouvoir, et je suis assez content de l'avoir fait en 30 minutes, vous présenter à la fois les éléments budgétaires en toute transparence, parce que je pense que c'est normal de le faire et de vous rendre compte de la situation budgétaire de la commune, financière de la commune, et aussi de vous parler de nos projets, de nos investissements. Et voilà, donc j'en ai terminé. Voilà, ce que j'ai voulu, c'était plutôt un échange avec vous. Donc il y a un micro, et ceux qui veulent ou qui souhaitent poser des questions, ne vous en privez pas. On est là pour ça, on est là pour y répondre. Voilà. Donc par contre, levez le doigt et on vous donnera la parole les uns après les autres. Allez, il y a une question. Après, les élus, si vous voulez répondre, ça dépend de la question, mais demandez-moi le micro. Oui, bonjour à tous. Simplement, vous aviez évoqué au cours des réunions le feu récompense, oui, que nous attendons toujours, route de Boulbon. Donc, c'est bien de faire tout ce coin. La route de Boulbon, ça circule quand même rapidement. Mais le c'est micro. toujours pas fait. Donc, c'est pour ça que je m'interroge. C'est une excellente question. Et tu as raison de le dire, puisque j'avais fait une réunion de quartier, je ne me souviens plus exactement quand, où j'avais annoncé ça pour septembre 2024. Et effectivement, on est en avril 2025 et c'est toujours pas fait. Ça va se faire d'ici le mois de juin 2025. Et le feu récompense, c'est une proposition qu'on a faite. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de travailler avec les fournisseurs, les commandes, ça prend un temps assez important. Et on a fait les commandes, on a obtenu les autorisations, mais ça a pris plus de temps que prévu. Mais ça va être fait, que ce soit d'ailleurs sur la route de Boulbon, comme sur la route de la gare. Oui, enfin, ça ne vous a pas échappé que la vitesse va de plus en plus vite au route de Boulbon, parce que les gens, jusqu'aux arènes, ça ralentit, passer les arènes, hop, ça accélère. Oui. Et ça, c'est systématique. Hein. Donc, il y a quand même un lotissement au fond, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent.
cheminement piéton, bon, on a toujours un trottoir qui n'existe pas, on marche dans les gravillons, ça c'est une chose. Piste cyclable, bon, pour l'instant, il n'y a pratiquement rien quoi, de ce côté-là. Donc ce serait bien aussi d'y penser. Quoi, voilà. Ouais. Alors, on va. Bon, je sais bien qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Hein. Ouais. Déjà, il va y avoir un bout de piste cyclable mais je ne peux pas en parler maintenant parce qu'on va dire qu'il est embryonnaire entre le chemin du Vallon et le chemin que tu empruntes pour aller chez toi et qui permettra d'avoir un accès piétonnier et cycliste en dehors de la route départementale. Le feu récompense, c'est une de nos idées. On va la mettre en application. Voilà. Après, voilà, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les maires, on a quand même les épaules un peu larges et on se prend souvent des critiques comme si c'était nous qui roulions vite. C'est pas nous qui roulons vite, c'est les gens qui ne respectent de moins en moins la loi et la règle. Donc, face à cette société où les gens sont de plus en plus irrévérencieux, qui manquent de civilité, manquent de civisme et tout, la seule façon qu'on a de faire, c'est soit des réalisations techniques pour ralentir la vitesse, soit la sanction. La sanction, elle vient aussi de la police municipale. Bah tiens, j'en ai encore parlé avec lui au téléphone il y a un quart d'heure. Il a pris 3 personnes au radar cet après-midi. Et puis je peux vous dire que c'est comme à l'époque magnifique de la pêche. Chaque fois qu'il y va un quart d'heure, il en prend 4 parce que c'est systématique. Donc j'espère que ça va se savoir qu'à Barbantane, il y a des contrôles radar, qu'il y a des sanctions, qu'il y a des PV, qu'il y a des points en moins. Et on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour sensibiliser les gens au code de la route. Voilà, après, je ne suis pas derrière chaque conducteur, derrière chaque pied qui appuie sur le champignon. J'ai une deuxième question aussi là, pour la montagnette. Là. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a un abattage d'arbres qui se fait dans la montagnette là? Un abattage d'arbres. Alors, il est où, Jean-Pierre? De pins, hein, ouais, pas mal. De pins. Tu es au courant de ça, toi? Il y en a pas mal, des gros pins qui ont été coupés, et puis avec des troncs comme ça. Bah, il faut nous le signaler, on va aller voir. C'est pour ça que je pose la question. Quoi. Mm. Bah, c'est tout à fait récent, ça dure pas, il n'y a pas 8 jours que ça a été fait. Hein. Dans quel secteur? Ben, c'est après Cuscusa, là. Quand tu prends pas vers Béquier, tu prends à gauche, là, et tu verras, ça fait un petit renfoncement sur la gauche. Là, et toute cette coupe d'arbres, elle est là. On va regarder. J'étais au PIDAF lundi dernier, il n'y a aucune autorisation. Voilà, bon, c'est pour ça que je pose la question. Parce que... Jean-Pierre, si tu réponds, il faut le micro pour que les gens entendent. Non, à mon avis, ce n'est pas les eaux forêts, parce que les eaux forêts, ils coupent bas. Hein, donc, voilà. Bon, on va vérifier. D'accord, merci. Merci. Allez-y, c'est le moment. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, une dame. Puis même si vous avez des idées ou des propositions. Hein. Quid du projet de la zone d'activité à Massody? Ah, bonne question. Eh bien, enfin, elle évolue, enfin, elle avance, et ça fait partie des grands éléments d'évolution pour le village. Elle est quand même liée à l'ouverture de la gare aux voyageurs. Donc, j'ai plutôt des bonnes nouvelles. Enfin, on en a parlé, c'est un dossier qui avance bien. On est inscrit, alors le SERM, c'est le Service Express Régional Métropolitain du Grand Avignon. La ouverture de la gare aux voyageurs de Barbantane est inscrite dans le SERM. Elle est prévue pour 2032. Je ne vais pas annoncer que ça se fera dans 15 jours, mais bon, il faut du temps aussi. Et on a l'appui de Terre de Provence Agglomération et de sa présidente par rapport à la rouverture de cette gare et de tous mes collègues maires aux alentours. Tout le monde sait que pour fluidifier les transports, l'ouverture de la gare de Barbantane serait une très bonne chose. Pour nous, dans notre imaginaire collectif, on sait que la gare nous a apporté de l'épanouissement économique. On sait que nos agriculteurs, nos paysans, il y a 100 ans, vendaient leur production, qui partaient sur Paris, et que ça a fait de jolies masses, ça a fait de jolies bastides sur Bertherigue et autres, et que donc dans notre tête, ouverture de la gare égale richesse économique pour le village. Donc j'en parle avec émotion parce que si on y arrive, je serais vraiment fier qu'on ait réalisé ça et on pourra en être vraiment content.
Et du coup, à côté, on a effectivement 15 hectares de terrain qui sont inscrits, alors je vais employer des mots encore, excusez-moi, un peu barbares, au SCOT du Pays d'Arles, au schéma de cohérence territoriale, et qui sont fléchés au jour d'aujourd'hui comme étant une zone d'activité économique à venir. Mais je ne veux pas y faire n'importe quoi non plus. Je ne veux pas faire de la logistique, je veux pas, vous me connaissez maintenant un peu. Et on peut essayer d'avoir un développement d'une zone d'activité économique, on a parlé d'écopole et autres, mais quelque chose de joli, où à la fois on aurait du développement de transport de voyageurs, une activité économique qui nous manque à Barbantane. Une des raisons pour lesquelles le village est pauvre, c'est qu'on n'a pas de développement économique, on n'a pas de zone d'activité. Donc quand vous avez des taux faibles avec des bases faibles, vous avez un produit faible et vous avez un faible budget. À un moment donné, il faut un peu monter le curseur et il faut aller chercher de l'argent quelque part. Et c'est vrai qu'en termes de foncier bâti, par exemple, si on fait venir des entreprises, ça va peut-être nous ramener 200, 300, 400 000 euros par an de plus. Et si vous qui ont suivi, vous avez vu qu'on avait 900 000 euros d'épargne brute de fonctionnement. Ça veut dire que ça garantit plus d'impôts, d'augmentation d'impôts pour le village et les villageois. Mais oui, mais il faut bien le chercher quelque part. Et en même temps, cette capacité d'autofinancement pour pouvoir, par exemple, refaire les candélabres, réaménager ou rénover des bâtiments et autres. Donc, effectivement, on ne l'a pas noté dans le slide parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Oui, ça aussi, c'est important. Ouverture de la gare voyageur de Barbantane, réalisation de la zone d'activité de Barbantane, budget de Barbantane, 0 €. Ça ne coûtera rien puisque ça sera financé soit par la région dans le cadre des mobilités gare voyageurs, soit par Terre de Provence Agglomération qui investira sur les acquisitions de terrain et sur la réalisation. Par contre, ils se rembourseront en vendant les lots aux différents entrepreneurs économiques. Ouais. Ah, une question. Mais c'est important, vous voyez, il y a un vrai projet de territoire. Merci. Je m'éloigne un tout petit point de la caméra. Ça fait pas de... bon, étant aussi chemin Massody, du coup, je rebondis forcément, vous vous en doutez bien. Du coup, c'est donc Terre de Provence qui serait... qui récupérerait les terrains, si je comprends bien. Oui. D'un point de vue économique, du coup, derrière, pour les entreprises, ça voudrait dire quoi? Est-ce que vous ouvrez les terrains, une entreprise achète un terrain et monte ce qu'elle veut dessus? Ou est-ce que c'est Terre de Provence qui construirait la totalité des terrains pour avoir un peu une harmonie et éviter justement le côté gros bâti entrepôt, ce que les voisins voudraient éviter en fait? Ben, nous aussi, ça tombe bien, je l'ai dit avant que vous nous posiez la question. Pour être sûr. J'ai suffisamment fustigé, comment je pourrais dire ça pour être gentil, l'évolution de Château-Renard dans les dernières décennies pour ne pas le faire à Barbantane. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas envie qu'on ait de la logistique avec des camions qui arrivent et qui viennent noircir nos paysages et autres. Donc, on a la maîtrise publique des biens, enfin en tout cas des terrains. Par l'intermédiaire du PLU, du plan local d'urbanisme, la ville de Barbantane peut par exemple interdire du RA+2, peut interdire un certain nombre de choses, ce qu'on a fait, et Anaïs pourra en parler, ou Laurence, parce que je ne veux pas non plus parler tout le temps, mais on va pouvoir essayer d'aménager une zone qui répondra déjà à des besoins économiques, qui sera pas désagréable au niveau, je dirais, esthétique, et qui apportera des finances pour la commune. Voilà. Et donc, on peut fixer des cahiers des charges de manière à ce que les entreprises ne fassent pas n'importe quoi ou ce qu'elles veulent à l'intérieur de ce périmètre. Je ne sais pas si Anaïs, tu veux rajouter. Dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, bonsoir à tous, dans le cadre, je prise par le sujet, j'en oublie la base. Donc dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, effectivement, c'est le nouveau PLU va voir le jour d'ici peu, et c'est ce qu'on a mis en place. On a mis des règles pour cadrer en fait l'opération
sur ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette zone-là. On a imposé des espaces verts. Je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans le détail, sauf si certaines personnes veulent les détails, mais on a imposé des espaces verts. On a limité, par exemple, la possibilité pour une entreprise d'avoir un logement de fonction à un nombre de mètres carrés suffisamment petit pour qu'on n'ait pas non plus une espèce de dortoir, entre guillemets, voilà, dans cette zone-là. Ce n'est pas le but du tout que cette zone se transforme et ait une vocation d'habitation. Donc voilà, on a mis plein de règles en place pour faire en sorte de cadrer ce qui sera fait. Tu veux rajouter ? Oui, bonsoir à tous. Je me permets de compléter pour vous dire qu'on tient évidemment à la qualité architecturale, paysagère, environnementale de cette zone, qui n'est pas adossée effectivement au village, mais on est au bord de la Léo, on est au bord de la gare TGV, on a une sous-offre de foncier économique, donc notre offre, elle s'adresse aux TPE, PME, mais pas qu'aux artisans. On espère faire venir de très belles boîtes qui, du coup, ne seront pas du tout le format de vocation de logistique. Il s'agit de vous rassurer, vous, habitants, mais aussi de vous dire que Terre de Provence vient de faire voter un budget d'1,1 million en fonctionnement, en investissement, pour acquérir ces terrains, qui vont donc, pour ceux qui sont concernés ici, je ne sais pas si on a assez l'occasion d'un dialogue, finalement, pouvoir vous rencontrer, que les acquisitions foncières se font au prix des domaines à plus ou moins 10%, avec aujourd'hui voilà, le souhait de sortir des fonciers économiques à des prix conformes au prix de marché, puisque nous, notre objectif, c'est quand même, vu la pénurie de foncier économique, de satisfaire la demande d'entreprises locales et pas que. Bien évidemment, pour, comme le disait Monsieur le maire, enrichir la commune. La gare au XIXe siècle a fait la richesse de Barbantane. Tout le patrimoine que vous voyez voilà, au centre du village vient de là. Donc il y a de l'or derrière cette gare, y compris pour demain asseoir l'avenir de la filière agroalimentaire. Donc on fera en sorte aussi sur le parti d'aménagement que l'ensemble des abords par rapport aux habitations, il y ait un espace d'écran paysager qui fasse que, bien évidemment, vous ne serez pas en co-visibilité. Et ça, c'est le parti d'aménagement à venir qui doit être... les études de positionnement économique sont validées également par Terre de Provence Agglomération. Donc, ça avance bien, on va dire. Mais c'est un projet de moyen terme. Ce n'est pas demain que vous aurez des voisins, entreprises. On ne peut pas s'avancer sur le calendrier plus avant. Ouais, juste pour revenir sur la gare, il faut imaginer demain, si elle est ouverte, on peut aller à Carpentras en train, on peut aller à Bagnols-sur-Cèze en train, on peut aller à Arles en train, on peut aller à Nîmes en train, on peut aller à Miramas en train, mais Miramas, Nîmes, Carpentras, Bagnols-sur-Cèze peuvent venir à Barbantane en train. Et ça peut se jouer dans les deux sens, et on peut devenir un pôle où on est quand même dans un contexte assez sympathique, où les gens peuvent venir travailler, aller faire le footing dans la montagnette s'ils le souhaitent, revenir et repartir de la même façon que nous, on prend la gare, on a une virgule avec Avignon TGV et on part sur Lyon ou Marseille. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est intéressant et qui fait rêver et qu'on a envie de faire. C'est important. Voilà. Attendez, on va vous donner le micro. Après toi, Gigi. Elle a levé le doigt. Attends. D'abord vous, je vous ai vu en premier, après toi, Gigi, ça ne te dérange pas? Oui, bonsoir. En ce qui concerne les travaux de la future crèche, je voudrais connaître la durée des travaux, si c'est possible. Je crois que c'est 8 mois. Enfin, j'allais dire 9, mais bon, 12, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Et en ce qui concerne la circulation... Attendez, on va vous répondre. C'était écrit, mais je... Voilà, j'étais... Et pendant ces travaux, en ce qui concerne la circulation, donc, est-ce qu'elle sera identique à celle actuelle ou... Il n'y aura pas forcément de problématique de circulation. D'accord. Et si jamais il y en a, on fera en sorte de l'atténuer le plus que possible. Quoi, voilà. Bon, très bien. Merci. De rien.
Gigi. Oui, je voulais vous savoir si vous avez pu avancer sur le recensement de tous les logements inhabités dans le village, hors village. C'était dans les projets. Je sais que c'est difficile souvent de retrouver ou des héritiers quand il n'y en a plus ou qui ne sont plus là. Et voilà, c'est pour savoir si vous aviez pu un petit peu avancer là-dessus. Je savais que vous aviez... Excellente question, mais dans quel but? Pour loger des vous gens? aviez éventuellement proposé des logements sociaux pour les récupérer pour des logements sociaux ou autres, je ne sais pas. Alors, c'est rigolo que tu me poses la question. Ce matin, on était avec le directeur départemental des territoires de la mer qui est venu à Barbantane. C'est la première fois qu'il vient depuis toujours. Et on a abordé cette question. On est toujours volontaire pour le faire. Et on a des difficultés. Alors, pour répondre à ta question, des logements vacants à Barbantane, officiellement, il y en avait 220. Réellement, il y en a 120. Parce qu'il y a des faux vacants. Il y a des gens qui louent sans trop déclarer. Bon, passons. Sur ces 120 logements vacants, aujourd'hui, on en a une quarantaine qui sont dans l'hypercentre, dans le centre ancien, où on a des soucis d'insalubrité, d'humidité, de ce que tu veux. Aujourd'hui, ils appartiennent à des propriétaires privés. Donc nous, l'idée, c'est de les contacter, mais tu te doutes bien que l'idée, c'est quand même que ce soit eux qui réalisent les travaux, que ce soit eux qui investissent sur leurs propres biens. Et que s'ils ne le font pas, ils n'ont pas forcément le réflexe de nous dire « Ok, on le vend à la mairie et c'est la mairie qui réalisera les travaux ». Donc, le recensement est fait. On est aux aguets, on est à l'affût. Dès qu'on voit, par exemple, on a les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner, on sait si un bien se vend ou pas. Et on a le droit de préemption. Donc ça, on le regarde attentivement. Mais c'est très compliqué et on en parle aussi avec des bailleurs sociaux. On a fait venir un bailleur social il y a 15 jours pour qu'ils viennent visiter 3 appartements qui sont à la vente aujourd'hui dans le centre de Barbantane. Et il nous a dit, monsieur le maire, on ne peut pas le réaliser parce que économiquement parlant, entre le coût de l'acquisition et le coût de la rénovation, pour avoir des plafonds de logements sociaux, on ne passe pas. On n'a pas économiquement la capacité de pouvoir le faire, sauf, c'est toujours pareil, à ce que la commune fasse une subvention foncière. Mais la commune, pareil, elle n'a pas une planche à billets non plus, et des subventions foncières, on en a déjà faites sur le presbytère et sur l'immeuble Fontaine. Donc... mais on a cette volonté. Alors, il y aura une autre façon peut-être, et on y réfléchit, et tu vas voir, ça va peut-être te surprendre, ma réponse, mais pourtant, elle fait partie des éléments de réponse. Le site patrimonial remarquable. Le fait qu'on soit dans un périmètre site patrimonial remarquable, je vois monsieur et madame Seguidagoul d'ailleurs, loi Malraux, 21% de défiscalisation sur investissement pour le propriétaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va publier, qu'on va rendre public, on va faire la publicité pour inciter les propriétaires à réhabiliter, à rénover tout en défiscalisant. Et si possible, qu'ils fassent un peu de logement aidé ou de logement social, que ça nous permette de réhabiliter le centre ancien sans que ça coûte à la commune et que ça permette aussi à des jeunes de pouvoir se loger. J'en connais une qui habite le centre ancien et qui est très contente d'y habiter et qui est de Barbantane. Voilà. Je suis d'accord, mais c'est le marché privé. Et malheureusement, la commune, on a peu de propriétés. On n'est pas riche, on n'est pas propriétaire. On a très peu de propriétés. Très, très, très peu. Après, ce qui a été mis en place également, parallèlement au recensement des logements vacants, c'est la taxation sur les résidences secondaires. Et ça aussi, ça a fait bouger un petit peu les lignes, puisque pour le coup, il y a des résidences secondaires qui ont été mises à la vente. Donc, ça, voilà. Les deux font que ça aide un petit peu. C'est bon, Gigi? Allez-y. Hein. On est là pour deuxième question. Ou troisième. Oui, donc justement, je rebondis sur les logements. L'ancienne caserne des pompiers, là, il y a toujours, on attend. Et puis l'ancien hospice où il y avait donc les sœurs, ça devient quoi? Alors,
C'est bien avec toi, les questions, c'est qu'on dirait qu'on ne fait rien et qu'on attend que le temps passe. Non, non, mais pas grave. C'est pas grave. On est habitué maintenant à avoir ce type de questions venant de ta part. Sur l'ancienne caserne. Ah non, mais tu peux écouter la réponse quand même. Oui, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va te répondre. On va te répondre. Pour l'instant, tu as posé 4 questions. 4 fois, il y a des choses qui ne se font pas et pourquoi? Mais c'est pas grave, on va répondre. Après, on n'est pas... Oui, mais moi non plus d'ailleurs. La caserne des pompiers, vendue par la commune en 2013. C'était pas nous qui étions aux commandes à l'époque. C'était d'autres personnes. Pour y faire du logement, qui était d'ailleurs pas social. Bon. Riverain qui porte plainte, tribunal administratif, un premier recours, un appel. On gagne sur le premier recours, on gagne sur l'appel, et on est encore 10 ans après sur des problématiques de contentieux qu'on va enfin réussir à gagner. Parce que sur le fond, on gagne. Les riverains ne font que de l'obstruction pour ne pas avoir la construction. Voilà. Et du coup, par contre, ce qu'on a changé, c'est que l'aménageur privé qui venait de Toulon d'ailleurs, qui devait faire 20 appartements privés, s'est désengagé parce qu'au bout d'un moment, il en a eu un peu marre, ce qui est compréhensible. Et du coup, on va faire 20 logements sociaux avec Grand Delta Habitat sur la caserne. Sur l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est un bâtiment qui nous plaît beaucoup aussi, dont la commune est propriétaire et qui, effectivement, depuis 2018, se délabre parce qu'il n'est plus utilisé à cause du fait que l'EHPAD l'a quitté. Et il nous revient de faire quelque chose. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on n'est pas resté inactif. Je ne peux pas vous parler de quelque chose d'officiel, mais on a des contacts pour réaliser sa réhabilitation et sa restauration. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'Hôtel Dieu, il faut imaginer à peu près un coût de 2,5 millions d'euros pour la réhabilitation de l'Hôtel Dieu. Qu'on a aussi sur le feu, excusez-moi l'expression, la réhabilitation de l'église, qui fait aussi 2,5 millions d'euros. Et qu'à un moment donné, gouverner, c'est choisir. Il faut savoir ce qu'on priorise. Donc au jour d'aujourd'hui, on a le contrat départemental dont je vous ai parlé qui fait 7 millions d'euros qu'on va réaliser. On va s'engager à réhabiliter l'église, la totale, c'est-à-dire la toiture comme les façades. Et si on peut trouver une solution pour une réhabilitation de l'Hôtel Dieu, nous le ferons, vraiment. Mais ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voilà, il y a la volonté, on y travaille, on y réfléchit, on avance. De rien. Il y a une question. Oui, bonsoir. Bon, ce n'est pas nécessairement une question, c'est une idée, c'est une proposition. Très bien. Voilà. En fait, alors, concernant, nous faisons, pardonnez-moi, Sens Architecte Barbantane, hein, bon, c'est tout. Voilà, un petit peu de publicité. Nous faisons pas mal de réhabilitation et nous constatons en général que les budgets alloués aux réhabilitations sont quelquefois surestimés. Nous avons par exemple, nous travaillons sur Istres et la personne de l'ANA ne comprenait pas, non, sur Istres et sur Barbantane, la personne de l'ANA sur Barbantane ne comprenait pas que les devis soient aussi bas. Ce qui nous a un peu surpris tout de même. Et elle traînait les pieds pour valider, parce qu'elle disait, mais c'est bizarre que vos devis soient aussi bas, pour mémoire. Donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans, petit 1. Petit 2, je suis un nouveau, puisque je suis arrivé ici en 1997. Donc je suis passé du stade étranger à nouveau. Donc j'ai quand même fait du progrès, quoi. Voilà. Bon. Nous en avions parlé. Nous sommes pratiquants de l'eau, j'allais dire pas à voile et à vapeur, à voile et à moteur. Et en fait, nous avions imaginé l'idée de créer un port fluvial sur la Durance pour aller prendre le TGV. Et à l'époque, la CNR était d'accord,
La communauté des communes était attentive. Bon, j'avais fait remarquer à votre prédécesseur que c'était rentable. Le maire de Beaucaire le lui avait confirmé. J'avais des investisseurs, je vous avoue que les investisseurs, ils n'avaient pas grand-chose, il n'y avait que 3 millions d'euros. Mais déjà, pour une ébauche, c'était déjà pas mal. Ils sont allés investir ailleurs. Donc, effectivement, à juste titre, vous voulez faire progresser le village. Vous avez la gare, vous avez plein de choses à faire, je ne vous dis pas de vous en occuper. Mais je pense que ça serait bien de penser à ce type de projet, parce que Barbantane, en plus, pourrait rejoindre le TGV à grande vitesse aquatique. Voilà. En plus de l'aspect ludique. Hein. C'est tout. Bonne soirée. Merci. De rien. Bon, une halle. Alors, on y est aussi dessus, sur le coup, parce qu'on est. Enfin, oui, il y a une volonté. Après, entre la volonté et la possibilité, des fois, c'est plus compliqué. Au jour d'aujourd'hui, les bateaux qui circulent sur le Rhône, Arles, Tarascon, Avignon, Pont-Saint-Bénézé, les fameux voyageurs qui viennent des États-Unis, de ceci et de cela, ils nous passent devant, ils ne s'arrêtent pas. Bon, après, c'est des communes qui sont importantes, etc. Donc, effectivement, si un jour on peut se positionner pour qu'il y ait un arrêt sur Barbantane, on le fera volontiers. Après, la problématique, c'est que Barbantane, il faudrait qu'il y ait, logiquement, on voit cette halte sur les bords de la Durance, là, pas très loin de la déchetterie, mais normalement, il faut que les bateaux circulent sur le Rhône, pas forcément sur la Durance. Donc, il faudrait que la halte se fasse un peu plus à l'ouest. Mais oui, si on a l'opportunité un jour de le faire, on le fera. Dans nos rêves fous, mais non, mais après, voilà, il faut se dire aussi que quand vous êtes maire d'une commune de 4500 habitants, que vous êtes en réunion avec le maire d'Arles et le maire d'Avignon, et que vous dites je voudrais avoir une halte fluviale, vous voyez la réponse qu'on peut avoir. Bon, voilà. Donc il y a des fois où on peut se battre, par exemple sur la gare, et laisser un peu de côté le fluvial. Après, c'est des choix. Mais oui, dans l'absolu. Oui, non, mais ça, je l'ai pas perçu comme tel. Et on en avait même parlé, de jet ski. Et jet ski entre comment c'est l'île d'Avignon, la Barthelasse et Barbantane, éventuellement. Bon, enfin, bref. Sans compter qu'il y a une petite halte fluviale à Aramon, ne l'oubliez pas. Et que donc, on est un peu en retard par rapport aux autres aussi. De rien. Il y a d'autres questions ou d'autres propositions? Bon. Tu as une question? Non, mais prends le micro. Bon, bonsoir. J'ai une question sur Joël. Là. Ce qu'il m'a dit, là, ça me contrarie un peu. Là. Tu me dis c'est après la Curcusa, là. Hein, Joël? Prends le micro. Quand tu passes devant Véronique, oui, la excuse-moi. que tu montes chez voilà, toi, là. Ça fait la patte au doigt. Oui, tu prends à gauche. Tu prends à gauche, oui. C'est même pas 20 mètres après sur la gauche. Eh ben c'est là où on a été. C'est privé, ça. C'est celui qui a clôturé, qui a fait ses OLD. Non, c'est pas clôturé du tout, là. Pas clôturé? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est sur la gauche, c'est pas clôturé. Hein. Et c'est tout propriétaire, là. Je sais pas qui c'est, moi. Je te dis, les arbres, ils ont été coupés à cette hauteur, là. Et c'est tout. Oui, c'est privé. Moi, je te pose la question. Après, je sais pas. Oui, c'est privé. C'est Pétri, là. Il a fait ses OLD, il a même bien. Parce que si tout le monde faisait comme lui, bon, ça marcherait mieux parce qu'il a fait un travail formidable. Hein? Et Madame Ripper aussi qui touche à comment on appelle, le sommet du Gaulois qu'on appelle. C'est pareil, elle a tout coupé là. Mais de ça, il y a 3 semaines. Oui, non, mais moi, comme je passe des fois en promenade. Oui, mais c'est ça, Joël, c'est ça. Cet abattage d'arbres, je me suis dit, tiens. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas du tout un reproche à la municipalité. On y a été, on s'est rendu sur place avec Céline. On y est allé et en fait, les 3 familles là ont abattu 27 pins
qui était dangereux pour les OLD et conseillé par l'ONF. Voilà. Bon, il n'y a plus de questions. Bon, après, il reste encore 10-15 secondes si vous le souhaitez, mais s'il n'y a plus de questions, on ne va pas... Non, ils sont pas... non, mais en tout cas, merci, parce que il y a quand même l'effort de venir, de discuter, d'échanger, de comprendre, d'écouter, et ça nous fait plaisir aussi, parce que voilà, on est 4500 habitants à Marbantan, c'est vrai qu'il n'y a qu'une trentaine de personnes, c'est un peu dommage aussi quelque part, d'une certaine façon. Mais en tout cas, pour ça qu'on vous remercie d'autant plus de vous être déplacés, ça nous fait plaisir. Voilà, bah écoutez, merci à tous, on finit cette réunion, et puis à très bientôt pour de nouvelles réunions. Merci, bonne soirée.